Comment l'observation peut-elle aider à soutenir l'inclusion de l'enfant? Bien, c'est sûr que souvent, quand on parle de l'observation en service de garde, pour des enfants ayant besoin de soutien particulier, pour faciliter le soutien de son développement puis, de bien répondre à ses besoins, ben, il faut vraiment partir de faits. Et je trouve que c'est difficile des fois de pas mélanger les faits avec ce qu'on présume. Tu sais: «Il fait beaucoup de crises cet enfant-là». Oui, peut-être. Maintenant, c'est quoi le comportement qu'il a? À quel moment ça arrive? Qu'est-ce qui est arrivé juste avant que ça se produise? C'est quoi la fréquence? Avec qui ou quel copain dans le groupe ça se produit plus ou moins? C'est vraiment des éléments très pointus, je dirais, qui, je trouve, amènent à enlever un peu nos lunettes d'idées préconçues ou, des fois, c'est pas une idée préconçue, c'est simplement que moi, comme adulte, ça vient me chercher. Et donc, ce que je nomme, c'est beaucoup ma réaction au comportement de l'enfant et moins le comportement de l'enfant et donc moins les observations concrètes, là, pointues. Donc, c'est aussi de jamais oublier comment l'environnement éducatif va avoir une influence sur cette capacité qu'a l'enfant d'actualiser son potentiel. Et quand je parle d'environnement éducatif, je parle autant de l'environnement physique, l'aménagement, les meubles, l'architecture du service de garde. On parle aussi de l'environnement humain. Hein? Donc, l'équipe éducative, l'équipe de direction aussi, ça va avoir une influence sur comment se passe le vécu de cet enfant-là. Et aussi, l'approche pédagogique qu'on met en place. Est-ce qu'on est dans une pédagogie libre qui laisse les enfants explorer ou est-ce qu'on est dans une pédagogie très restrictive où on demande aux enfants d'atteindre, de faire des activités très précises? Donc, tout ça va avoir une influence sur la capacité de l'enfant. Et souvent, nos leviers d'action, là où on a le plus de pouvoir d'agir, c'est sur cet environnement-là. Je ne peux pas changer l'enfant du jour au lendemain, mais je peux adapter mon environnement éducatif. Je peux bouger un meuble si ça vient restreindre les déplacements de l'enfant dans mon local. Comment aborder le parent lors de la détection de difficultés chez son enfant? Alors, quand il faut aborder un parent parce qu'on a certaines préoccupations en lien avec son développement, c'est sûr que la base, c'est d'avoir créé le lien. On ne peut pas aborder un parent pour lui faire part de nos préoccupations si on n'a pas un lien de confiance avec lui. Donc, c'est vraiment la première étape, de s'assurer qu'on a un lien de confiance. Ensuite, c'est de prendre le temps de lui expliquer nos observations, de voir qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qui nous préoccupe aussi dans ces observations-là, puis d'aller valider, lui, c'est quoi sa perception aussi. Puis ensuite, c'est de respecter le rythme du parent. Chaque enfant a son rythme, chaque parent a son rythme. Il y a des parents qui vont être prêts à l'entendre, qui vont être prêts à se mettre en action, à se mobiliser. Il y a d'autres qu'il va falloir qu'on lui laisse le temps de le constater par lui-même. Parfois, il y a des parents qui sont un petit peu dans le déni par rapport aux besoins de leur enfant, mais nous, on met de l'avant vraiment l'intégration de son enfant au service de garde. Donc, s'il y a des défis à l'intégration, c'est là, nous, notre rôle, c'est là qu'on veut agir. Donc, par exemple, un enfant a de la difficulté à exprimer ses besoins, bien, on va approcher le parent dans ce sens-là. Accepteriez-vous de nous aider à aller agir à votre enfant pour justement qu'il soit capable de nommer les bons mots? On peut remplir des grilles d'observation au niveau du langage pour être capable de cibler certaines difficultés de l'enfant. Aller agir ensuite à ce niveau-là. Aller éventuellement peut-être vers une référence en langage. Donc, parfois, on doit ouvrir des petites portes tranquillement pour amener le parent là où il doit aller, mais c'est vraiment graduellement, tranquillement, à son rythme. Quel soutien peut être mis en place pour faciliter l'inclusion d'un enfant? Je pense qu'il n'y a pas de modèle unique dans la bonne façon d'accueillir et d'inclure les enfants à besoins particuliers. Chaque enfant a ses besoins, puis c'est pas nécessairement le même, en fait. Donc oui, des fois, ça va être vraiment d'avoir de l'accompagnement individualisé en tout temps. Des fois, ça va être plus de venir soutenir certains moments pour l'enfant qui vont représenter un plus grand défi. Des fois, ça va être aussi de libérer l'éducatrice pour qu'elle soit plus disponible pour venir réaliser des activités avec quelques enfants ou avec l'ensemble du groupe qui vont venir répondre aux besoins de cet enfant-là aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment différentes façons de faire. Il faut être créatif.
Le soutien d'un enfant à besoin particulier, ça peut revêtir plusieurs formes. Dans mon milieu, nous, on a choisi la formule d'avoir une éducatrice spécialisée qui va comme chapeauter un peu tout ce volet-là des enfants à besoins particuliers, mais qui va pas tomber dans l'individuel comme un peu un centre de réadaptation. Elle va être davantage là pour accompagner l'éducatrice du groupe, pour voir dans ses compétences qu'est-ce qui est facile pour elle dans son accompagnement, puis qu'est-ce qui va être un petit peu plus difficile, puis en faisant soit du modeling ou du coaching pour amener l'éducatrice à bien vivre l'inclusion de son enfant à tout moment de la journée, même quand il n'y a pas de soutien qui est dans son groupe. Parce que le pouvoir devrait toujours être mis à l'éducatrice. C'est elle, l'éducatrice de l'enfant à besoins particuliers. Nous, on pense pas que c'est nécessaire d'avoir toujours une accompagnatrice à chaque enfant qui a des défis particuliers, parce qu'on y va vraiment avec le besoin de l'enfant. Il faut que l'enfant soit inclus tout le temps, tous ses jours de fréquentation tout au long de l'année. Donc, c'est l'éducatrice permanente qui peut faire ça, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais il faut quand même les épauler, les éducatrices. Même si c'est elle son rôle, tu peux pas dire « Ah ben, c'est toi, débrouille-toi, puis une fois de temps en temps, on viendra te tenir compagnie puis t'aider. » C'est du travail qui est au quotidien. Et avez-vous des exemples de stratégies pour faciliter l'inclusion d'un enfant? Mais l'adaptation, souvent, de l'aménagement est nécessaire. L'adaptation des routines. Il y a quand même des petits éléments comme ça qu'on doit aller transformer. Tu sais, l'installation de repères visuels, mais tout ça sert au groupe au complet. Il y a énormément de choses qui ont été mises en place pour faciliter l'inclusion puis l'intégration de mon enfant dans le milieu de garde. C'est important pour le milieu de garde que mon enfant puisse participer comme les autres à l'ensemble des activités, donc au même titre que les autres enfants. Parmi un des éléments favoris pour moi qui a été mis en place par la garderie, par son éducatrice depuis 2 ans en fait, c'est le concept de l'ami étoile. Donc, mon fils a dû changer de groupe quand il était entre son 3 ans et son 4 ans. Il était jumelé à un nouveau groupe, donc il ne connaissait pas les enfants. Puis pour faciliter son intégration, son éducatrice a ajouté comme tâche dans la semaine d'être l'ami étoile de mon enfant. Ça veut dire l'aider, l'accompagner dans les jeux, pouvoir prendre l'ascenseur avec lui pour se rendre au parc, être assis à la table avec lui pour attendre son repas. Donc, ça a vraiment aidé son intégration. Les enfants, c'était leur tâche préférée. Ils avaient hâte d'être l'ami étoile de mon fils, puis ça lui a aussi permis de connaître chacun de ses amis de façon individuelle. Puis l'inclusion a été faite des deux bords, autant pour mon fils que pour les autres enfants. Je donne des exemples rapides. Les enfants étaient habitués que lorsqu'ils jouent, que vu que mon fils il était très hypotonique, tout le monde savait qu'on allait au sol. Fait que dès que le moment de jeu arrivait, les autres amis disaient « Non, viens, on va s'asseoir. » Puis ils allaient le chercher, puis tout le monde s'assoyait pour que ça soit à son niveau. Une stratégie aussi que j'utilise, ça serait comme aux périodes de dîner. Souvent, je vais lui montrer, beaucoup de stratégies visuelles, de montrer qu'est-ce qu'on mange pour l'inciter. Des fois, de le servir en premier, mais des fois, si c'est dans un moment de transition, l'enfant, ce qu'il peut avoir besoin, c'est d'aller jouer avant. Fait que c'est là que toute l'observation est très importante parce que quand tu le connais, tu vois que cet enfant-là, quand on arrive à cette transition-là, il vient s'asseoir, il faut que je le serve en premier. Ou d'autres, c'est le contraire, ils ont besoin d'un moment. Puis quand ils voient que les autres sont installés, ils vont s'approcher. Fait que c'est quand même de préparer parce qu'il faut que ça se fasse rapidement. C'est essai-erreur, dans le fond. C'est comme ça qu'on apprend puis qu'on arrive à... Si on pense à une idée puis on se dit, on a une idée fixe, de se dire, je vais faire ça, c'est ça qui va fonctionner, c'est sûr qu'on va rencontrer plus de défis. Comment peut-on faciliter la communication et la collaboration au quotidien? Avec l'éducatrice de mon enfant, au niveau de la communication, moi, ce que je trouve qui est le plus important pour moi, c'est que la personne s'y sente à l'aise. Parce que le reste va découler. Puis c'est être capable de collaborer. C'est qu'on puisse partager autant les progrès qu'on a vus de l'enfant, autant nos craintes aussi. Parce que l'enfant passe la majeure partie de son temps avec cette éducatrice-là, en fait. Cette personne-là fait partie de sa vie.
de créer des points de contact qui sont réguliers. On peut pas juste accueillir les enfants le matin, dire bonjour, puis après ça, à la rencontre pour le portrait périodique, puis la rencontre de fin d'année, puis c'est tout. Il faut qu'on aille chercher les familles plus régulièrement en le faisant de façon régulière. Mais s'il y a une crainte ou il y a une problématique, le parent va lui-même se référer à nous. Si on ne crée pas des contacts réguliers, on risque d'avoir des parents qui sont inquiets, mais qui ne nous le diront pas. Fait que dans ce temps-là, l'inclusion elle risque d'être plus difficile. Puis si l'éducatrice elle a une problématique X dans son groupe avec cet enfant-là, puis qu'on n'aborde jamais la famille, mais qu'on l'aborde juste quand on a une grosse problématique, ça ne fonctionnera pas non plus. Quand mon enfant grandit, ses besoins changent. Les besoins d'adaptation changent aussi. Comme parents, c'est une charge importante qu'on a à la maison d'adapter sa routine. C'est positif parce qu'il évolue, il s'épanouit. Mais ça demande beaucoup de travail puis une grande charge mentale aussi de devoir accompagner le milieu de garde dans ces changements-là. Donc, ils ont aménagé du temps pour qu'ils puissent avoir des contacts directs aussi avec les personnes qui travaillent avec mon fils. Donc, j'ai vraiment le sentiment que tout le monde travaille ensemble.